Ça a l'air d'être bon. Oula, oui. Madame et messieurs les modérateurs, mesdames et messieurs, donc je remercie très sincèrement le comité d'organisation pour cette invitation. J'ai l'honneur de commencer cette session. Et donc je vais vous parler d'imagerie générale dans la prise en charge du patient polytraumatisé. Alors ce que je vous propose, c'est d'aborder l'imagerie faite à l'accueil du patient en salle de déchocage, puis l'imagerie, le scanner, qui est évidemment l'examen clé, on le reverra. Et puis je dirais des perspectives, on m'a demandé de traiter les perspectives, et je dirais celles qui pour moi paraissent intéressantes dans ce sujet, mais évidemment on pourrait en voir ou en parler d'autres. Alors en premier, sur l'imagerie en salle de déchocage, d'où est-ce qu'on part? Si on part à peu près, on va dire 15 à 20 ans en arrière, ce papier de Pétel, qui date de 2001, dans lequel, dans la salle de déchocage, on était sur une triade qui était la radiographie de thorax, la radiographie de bassin et l'échographie abdominale faite par le radiologue qui venait se déplacer en salle de déchocage. Et avec ça, on arrivait à un taux de décisions appropriées, que ce soit des décisions positives ou négatives, de drainer, de pas drainer, d'amener au bloc, de pas amener au bloc, qui étaient très satisfaisantes, avec quand même d'emblée, on en reparlera, un intérêt un petit peu moins important dans toutes les études sur la radio du pelvis. Qu'est-ce qui a changé surtout dans nos pratiques en salle de déchocage en termes d'imagerie? C'est le développement de l'échographie clinique, c'est-à-dire l'échographie faite par le médecin qui prend en charge le patient, avec notamment le développement de la FAST, qui était initialement Focused Abdominal Sonography for Trauma, c'est-à-dire l'utilisation de l'échographie pour rechercher un épanchement péritonéal post-traumatique, qui a été développé par les chirurgiens traumatologiques nord-américains initialement, pour arrêter de faire des ponctions de lavage péritonéaux et pour rechercher des hémopéritoines avec une technique qui était moins invasive. Actuellement, quand on parle de FAST, on parle plutôt de Focused Assessment of the Sonography Examination of Trauma Patients, c'est-à-dire l'utilisation de l'échographie chez le patient traumatisé, mais ça dépasse la recherche d'un épanchement péritonéal. Et souvent, on parle des 3 séreuses et de la recherche d'un épanchement traumatique dans les 3 séreuses que sont la plèvre, le péritoine et le péricarde, mais également, on y ajoute le Doppler transcrânien qui, s'il ne pénètre pas bien dans les pays anglo-saxons, est très présent dans les pays francophones. Les résultats de cette FAST échographie pour ce qui est du côté recherche d'épanchement séreux post-traumatique sont avec des sensibilités, des spécificités qui sont bonnes, avec un talon d'Achille, on le reverra, c'est la sensibilité au niveau du péritoine. Alors au niveau du péritoine, c'est une échographie qui est dite focalisée, c'est-à-dire on va poser la sonde à un endroit, on cherche l'image positive, négative. Qu'est-ce qui est intéressant de retenir sur notamment les limites de cet examen? Le premier, c'est que vous avez 3 cadrans où on peut voir l'épanchement, ce cadran supérieur droit, gauche et le pelvis. Et on voit dans cette étude que 77% des fois, quand il y a un épanchement, on le voit dans le cadran supérieur droit. Mais surtout, ce qui est intéressant dans ce tableau, intéressant à noter, c'est que quand l'origine du trauma est uniquement splénique et l'origine du saignement est uniquement splénique, vous voyez qu'on a plus souvent de l'épanchement dans le cadran supérieur droit que dans le cadran supérieur gauche. Donc il faut bien comprendre qu'il n'y a pas de données de localisation du foyer de saignement et on en reparlera même pour l'épanchement rétropéritonéal. Pour ce qui est de la limite autre à bien retenir, c'est que ce n'est pas parce qu'on voit les organes qu'on saura détecter les traumas d'organes. Vous le savez probablement, la sensibilité d'un radiologue pour dépister un trauma sous-capsulaire, c'est 41%. Donc on sait bien que si les radiologues n'y arrivent pas avec l'échographie, c'est pour ça qu'on fait des scanners, nous on ne sera pas meilleurs. Il y en a qui ont essayé, avec des études, notamment l'étude BOST, dans lequel ils multipliaient par plus de 2 le temps de réalisation de la FAST et pour des résultats qui sont absolument pas satisfaisants, puisque vous voyez par exemple qu'ils avaient 4 traumatismes spléniques de grade 4 et qu'ils sont arrivés à en voir 1 sur 4, donc évidemment c'est absolument pas satisfaisant. Et donc quand on applique ce test à des populations données, on se rend compte que sur le trauma fermé et surtout normotendu, on a une sensibilité qui n'est pas bonne, qui est selon les études entre 70 à 80%, mais par contre qui restera bonne chez les patients hypotendus. Ça veut dire quoi en pratique clinique? Ça veut dire que quand on a un patient stable d'un point de vue hémodynamique et qu'on ne voit pas d'épanchement dans le péritoine,
Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, on peut passer à côté d'un petit épanchement. Alors cette réponse binaire de dire il y a un épanchement, il n'y a pas d'épanchement, c'est bien, mais nous, dans notre prise en charge de nos patients traumatisés, on a besoin d'un petit peu plus pour savoir qu'est-ce qu'on doit faire et quelles décisions on doit faire. Et pour ça, des données de quantification peuvent être intéressantes. Le score de quantification qui me paraît le plus simple et le plus intéressant, c'est le score de McKenney. Alors le principe du score de McKenney, c'est qu'il dit vous avez 5 citernes qui peuvent se remplir. Vous avez une de part et d'autre du foie, de la rate et une derrière la vessie dans le Douglas. Et une fois que vous avez fait vos 3 images habituelles, vous mesurez le plus gros écartement que vous avez sur une des 5 citernes en centimètres et vous rajoutez 1 point à chaque autre citerne où vous voyez de l'épanchement. Et le score qui tranche, c'est 3. Ce qu'il a montré, c'est que quand il y a un score supérieur ou égal à 3, 85% des patients avaient besoin d'une chirurgie intrapéritonéale. Et quand il y avait un score inférieur à 3, 85% des patients n'avaient pas besoin de chirurgie intrapéritonéale. Alors je ne rentrerai pas dans les biais de cette étude, mais par contre, elle a amené à quelque chose qui a fait un peu la publicité de la FAST. C'est ici, vous avez uniquement les patients qui ont un score supérieur ou égal à 3, donc en bref, des épanchements intrapéritonéaux plutôt abondants. Et on voit que ceux qui ont des pressions artérielles basses finissent tous au bloc opératoire pour une chirurgie intrapéritonéale. Alors ça a fait un peu la pub de la FAST, mais il faut vraiment comprendre qu'il y a un gros talon d'Achille à ce raisonnement de dire patient hypotendu qui a un gros épanchement dans le péritoine égale saignement d'origine intrapéritonéale. Et ça, pour ça, vous avez cette étude qui le montre très bien, 185 patients traumatisés graves avec des fractures du pelvis, et dans lequel les auteurs se sont posé une question, c'est quelle est la valeur prédictive d'un épanchement abondant dans le péritoine pour prédire le besoin d'une chirurgie intrapéritonéale. Et vous le voyez, valeur prédictive positive, 39%. Et même chez les patients hypotendus, 45%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on sélectionne ces patients qui ont des lésions du bassin, les épanchements rétropéritonéaux ayant tendance à diffuser dans le péritoine, surtout quand ils sont abondants, vous pouvez très bien avoir un épanchement significatif dans le péritoine alors que le foyer de saignement est rétropéritonéal. Donc vous voyez bien un épanchement dans le péritoine, il existe, hein, c'est pas vraiment un faux positif, mais par contre le foyer de saignement il n'est pas là. Et ça c'est vraiment une limite qu'il faudra avoir en tête, c'est qu'on ne peut pas savoir d'où vient le foyer de saignement. Alors au niveau du péricarde, la sensibilité et la spécificité de clinicien pour un épanchement post-traumatique est bonne et les images sont assez caractéristiques. Je dirais qu'il y a 2 choses qu'il faut retenir sur les limites de leur interprétation. La première, c'est que des magnifiques images comme celle-là de tamponnade, hein, vous aurez du mal à trouver des plus belles images, vous avez un swinging heart, vous avez une compression des cavités droites, etc. Ça, c'est ce qu'on a tous dans l'œil parce que c'est ce qu'on nous a montré quand on nous a parlé d'épanchement et de tamponnade. Le problème dans la traumatologie, c'est que vous n'aurez jamais cette image-là. Cette image ne peut pas être post-traumatique. Pourquoi? Parce que la quantité de volume de liquide qu'il faut pour devenir tamponnant dans le péricarde n'est pas du tout la même quand c'est un épanchement aigu que quand c'est un épanchement chronique. Et du coup, je vais vous montrer une tamponnade post-traumatique sur un coup de couteau dans le VD. Ça va vous donner ça. Alors oui, il y a un épanchement permanent ici, hein, mais on le coterait plutôt modéré plutôt que abondant. Et donc il faut bien avoir ça en tête, c'est qu'on ne va pas attendre d'avoir un épanchement très abondant pour dire c'est ça qui cause la défaillance hémodynamique de mon patient, sinon le patient il sera mort avant. Enfin, la deuxième limite qu'il faut avoir en tête, c'est regardez, ça c'est un patient post-traumatique instable qui a été criblé, mais bon bref, vous faites une apicale 4 cavités et on voit un truc qui pousse sur le VD, sur le ventricule droit, et on se demande mais qu'est-ce que c'est qui peut pousser sur le ventricule droit comme ça ici? On va mettre la sonde en sous-xiphoïdien. Et là, alors avec la luminosité c'est un peu dur, si vous pouvez diminuer la luminosité qu'on puisse voir les images, vous avez un hématome ici, un hématome qui est déjà constitué, c'est-à-dire que ça a déjà cailloté dans le péricarde. Et ça, c'est intéressant d'abord pour se dire on ne va pas avoir tout le temps des images d'un truc noir autour du cœur. Et la deuxième chose pour laquelle c'est intéressant, c'est que là, vous pouvez mettre autant d'aiguilles que vous voulez à l'intérieur. C'est pas ça qui va sauver votre malade, hein. C'est pas la ponction qui permettra d'améliorer les choses. Au niveau du poumon, qu'est-ce qu'il y a à dire? Il y a à dire que pour les hémothorax, le fait d'avoir des signes de plèvre accolés ou alors un épanchement, c'est quelque chose qui marche bien. Dans les premières études, ils disaient que c'était aussi bien que la radio. En fait, c'est meilleur que la radio. Et pour ce qui est de ce qu'on appelle l'IFAST, l'extension de la FAST, qui est pour la recherche de pneumothorax, qui se fait principalement au niveau des apex initialement, vous avez plusieurs méta-analyses qui montrent que c'est meilleur que la radio en termes de sensibilité, c'est équivalent à la radio en termes de spécificité.
et vous avez un vrai algorithme diagnostique du pneumothorax qui est publié par les recommandations internationales depuis 2012 et qui marche bien et qui se base sur 4 signes: le glissement pleural, les lignes B, ça exclut le pneumothorax, le point poumon qui affirme le pneumothorax si vous tombez dessus, et le pouls pulmonaire qui également exclut le pneumothorax. Et puis il n'y a pas que les épanchements, vous le savez, dans les conséquences post-traumatiques au niveau pulmonaire. À gauche de votre écran, vous voyez des lignes B multiples, un syndrome interstitiel, à droite une condensation, et ça vous pourrez le voir chez les patients traumatisés. Et on sait que ces lignes B multiples, elles ont une sensibilité qui est supérieure à 95% et une spécificité également pour faire le diagnostic plutôt d'une contusion pulmonaire. Et les zones sous-pleurales hypodenses, c'est-à-dire les condensations, ont une très bonne spécificité de contusion post-traumatique, mais par contre une mauvaise sensibilité. Enfin, pour finir sur l'idée de l'échographie pleuropulmonaire, sachez que si jamais vous vous amusez à compter le nombre de zones de poumons où vous avez des lignes B ou des condensations, avec un score comme par exemple le score LUS, vous pouvez prédire le SDRA post-traumatique chez ces patients traumatisés. Et si on fait le total, on se rend compte que la courbe ROC de l'échographie pour les diagnostics d'épanchement et de contusion est meilleure que l'association radio du thorax plus examen clinique. Une étude très récente de Laurent Zeleskevitch de Marseille, il a voulu faire exactement la même chose qu'avait fait Pétel avec la triade radio de thorax, radio de bassin et échographie abdominale faite par le radiologue, mais avec ce qu'on fait réellement aujourd'hui, c'est-à-dire face étendue, plus radio de bassin et plus radio de thorax quand elles sont faites. Et qu'est-ce qu'il a montré? Il a montré que l'écho a mené sur 700 et quelques malades deux décisions inappropriées et la radio à peu près une quinzaine. Donc c'est quelque chose qui marche plutôt bien, cette association. On a dit qu'on faisait aussi du Doppler transcranien. Alors, c'est quoi le principe du Doppler transcranien et pourquoi il faut en faire chez le patient traumatisé qui arrive à l'hôpital? C'est parce qu'une des questions qu'on se pose à l'arrivée, c'est est-ce que le patient a une lésion cérébrale? Mais si jamais il en a une des principales questions qu'on se pose, c'est est-ce qu'il va avoir besoin de chirurgie? Est-ce qu'il y a une HTIC qui nécessite un traitement? Est-ce qu'il y a des axos que je dois prévenir en contrôlant les facteurs d'axos? Et ces 3 questions sont liées à une question. Je ne dis pas qu'elle est déterminante et unique dans toutes, mais ils sont liés à une question, c'est quel est l'état de mon débit sanguin cérébral. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que débit sanguin cérébral, ce n'est pas pression intracrânienne, et là ce qui nous intéresse, c'est vraiment le débit sanguin cérébral, et donc le Doppler transcrânien, notamment par l'analyse des vitesses, mais aussi de l'index de pulsatilité, va nous permettre d'évaluer ce débit sanguin cérébral. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les artères cérébrales sont des artères à faible résistance, c'est ce que vous avez ici devant, avec notamment des vitesses diastoliques qui sont élevées. Et si jamais vous avez des pathologies, et notamment de l'hypertension intracrânienne, mais en tout cas une diminution du débit sanguin cérébral, vous allez vous approcher de profils qui ressemblent au profil des artères musculaires, c'est-à-dire avec une diminution notamment de votre vitesse diastolique et votre augmentation de l'IP. Et donc au total, comment ça évolue un Doppler transcrânien quand le débit cérébral diminue? Ici vous avez la norme avec notamment une vitesse diastolique élevée. Petit à petit la vitesse diastolique diminue pour devenir nul, ça devient pas bon. Et encore moins bon, c'est le backflow, c'est-à-dire que vous avez une partie qui devient négative, et on le reverra, c'est en faveur de mort encéphalique. Et évidemment, la vitesse diastolique, elle évolue donc dans le même sens que le débit sanguin cérébral. Par contre, l'index de pulsatilité, il évolue dans le sens inverse. Plus il est élevé, plus c'est grave. Et comment est-ce qu'on interprète chez un traumatisé crânien grave le Doppler transcrânien en pratique? Quand on a des vitesses basses, on dit c'est qu'il y a un bas débit cérébral, ça, il n'y a pas de souci. Par contre, on regarde l'IP. Si l'IP est normal, c'est plutôt en faveur d'un bas débit cérébral d'origine systémique, et donc on doit optimiser notre hémodynamique. Et si par contre l'IP est haut, là c'est plutôt cérébral. La première question qu'on doit se poser, c'est est-ce que mon patient est bien ventilé? Parce que l'hypocapnie entraîne une vasoconstriction qui entraîne une diminution du débit sanguin cérébral. Donc je regarde mon respirateur, je regarde ma capnie. Et si c'est pas le problème, a priori c'est probablement une HTIC. Et là, il faudra que je me pose la question de traiter cette HTIC. Alors ça,
ça, c'est quelque chose qui a été évalué par des études, et notamment la fameuse étude de RACT, qui maintenant a 10 ans, dans lequel, quand il y avait ces valeurs d'alarme, c'est-à-dire des vitesses basses et un IPO supérieur à 1,4, ils agissaient en traitant ou l'hémodynamique ou l'HTIC, selon les valeurs de l'IP. Et ce qu'ils avaient montré, c'est que, évidemment, vous avez une réduction de l'index de pulsatilité entre l'admission et le moment où on commence à monitorer le patient avec des choses invasives, cathéter artériel, pression intracrânienne, mais surtout qu'en appliquant ça, les patients qui ont un Doppler transcrânien altéré à l'admission se retrouvent avec la même pression de perfusion cérébrale que ceux qui avaient un Doppler transcrânien non altéré à l'admission, parce qu'on les a traités avec cet outil-là. Donc c'est quelque chose qui est assez intéressant et sur lequel vous savez aussi que si hélas l'évolution va vers une probable ou une possible mort encéphalique, il y a une méta-analyse récente qui montre que le DTC a une sensibilité de 90 et une spécificité de 98% pour le diagnostic de mort encéphalique, ce qui permet notamment d'aller au scanner au bon moment. Alors tout le monde parle tout le temps de l'intérêt diagnostique de la FAST. Je voudrais juste insister en une diapo sur l'intérêt pronostique qui pour moi est majeur. Ça, c'est une étude qui a été faite sur les quantités d'épanchements intrapéritonéaux, mais ça a été fait la même étude avec les quantités d'épanchements intrapleuraux. Et qu'ont montré les auteurs, ils ont montré que plus vous avez de l'épanchement intrapéritonéal à l'admission à l'hôpital, et plus vous avez de chances d'avoir des transfusions massives derrière. Et j'ajouterai, plus vous avez des chances d'avoir des amines, plus vous avez des chances d'avoir des soins lourds, plus vous avez besoin des chances d'avoir une chirurgie lourde. Et ce côté très pronostique de la FAST, je trouve qu'elle est vraiment très intéressante et on la remarque en pratique tous les jours, c'est-à-dire que quand vous avez des patients qui ont un épanchement abondant d'emblée, dès la prise en charge, souvent derrière les choses vont se compliquer et vont être difficiles, c'est parce que le débit évidemment de saignement est important. Alors, pour finir sur l'imagerie à l'intérieur de la salle de déchocage, la radio, qu'en est-il? Alors, si on prend la radio du thorax, par exemple, le nombre de lésions avec implication clinique diagnostiquées par la radio n'est pas énorme, bien sûr. Et vous savez qu'on fait souvent cette association radio plus scanner, qui, évidemment, est quelque chose qui entraîne une dose d'irradiation supérieure. Et si on fait le rapport entre la dose d'irradiation et les lésions diagnostiquées, évidemment, cette association radio plus scanner pose un souci dans ce sens-là. Alors, c'est peut-être pas ce qui nous préoccupe le plus de la prise en charge initiale du patient traumatisé. Mais est-ce qu'on pourrait s'en passer? C'est une des questions que se posait l'étude du Crémin-Bicêtre avec l'utilisation de la FAST unique chez les patients stables. Donc, patients stables, ils font que la FAST avant d'aller au scanner. Et en fait, ils ne passent pas à côté de grosses lésions qui ont entraîné des grosses décompensations, notamment au niveau du scanner ou quoi que ce soit. C'est pour ça que dans les dernières recommandations de la SFAR, pour ce qui est du trauma thoracique, il est écrit que quand votre patient est instable, il est encore recommandé de faire une radio, mais par contre, quand le patient est stable, il n'est plus recommandé de faire de radio de thorax dans la salle de déchocage. Et c'est applicable de façon tout à fait parallèle à la radio du bassin, où les dernières recommandations qui viennent de sortir l'année dernière de l'ASFAR sur le trauma pelvien grave disent exactement la même chose. Si vous êtes dans un patient avec un patient qui est instable d'un point de vue hémodynamique, vous devez lui faire une radio de bassin. Data, pas beaucoup. Très peu de preuves pour le dire, mais on a du mal à l'abandonner. Mais par contre, s'il y a un patient stable, ce qui est sûr, c'est que cette radio ne sert à rien. Et sachez qu'il y a des auteurs qui proposent aussi le fait d'enlever ces radios dans les traumas pénétrants en disant qu'on a des questions qui sont beaucoup plus spécifiques sur le saignement unique et qu'on n'a peut-être pas besoin. Donc ça, c'était pour les examens d'imagerie en salle de déchocage. Qu'en est-il du scanner? Alors, je ne vais pas vous faire 18 diapos, 20, 30, sur l'intérêt d'un scanner corps entier chez les patients traumatisés, bien que certaines études se posent la question. Mais quand on est vraiment sur des traumas graves, ce qui est le sujet qu'on m'a demandé de traiter, vous avez des banques de données germanophones, francophones, qui montrent bien qu'il y a un bénéfice à faire du scanner corps entier à ces patients. Et donc, du coup, pour moi, ma vraie question dans le scanner serait plutôt celle-là. Serait comment aider le radiologue pour avoir une interprétation fiable et rapide et que moi, j'ai les réponses qu'il me faut. Alors, pour aider le radiologue, la première chose qu'on peut faire, c'est amener un patient qui est dans des conditions qui sont compatible avec un scanner, c'est-à-dire pas agité, bien sédaté, etc. La deuxième chose, c'est que si jamais j'utilise un moyen de contention, et notamment pour prévenir les mouvements du rachis, il faut que je sache que tout ce que j'amène en plus au scanner va entraîner des artefacts et une diminution de la qualité d'image. Et par exemple, si j'utilise ce type de planche, sachez qu'il y a des vraies différences en termes de qualité d'image selon celle que vous utilisez. Et donc, c'est toujours intéressant de se renseigner là-dessus.
Plus intéressant encore, vous connaissez tous, je pense, dans des scanners que vous avez vus, ce type d'artefact-là, qui est assez insupportable pour aller notamment diagnostiquer les traumas sous-capsulaires. Ils sont dus à quoi notamment? Ils sont dus notamment au bras. Et Carlo avait fait une étude dans laquelle il avait comparé 3 types de positions au scanner. Bras en l'air, bras le long du corps et bras sur la poitrine avec un dispositif exprès qui est peut-être pas très facile quand mon patient est intubé, ventilé, sédaté, mais on pourrait imaginer fixer les mains comme ça. Quels sont les résultats? Regardez, quand on regarde sur le foie et sur la rate, on a une image de qualité excellente, surtout, quasiment uniquement, quand on a les bras en l'air. Pour ce qui est du poumon, c'est moins flagrant, mais c'est dans le même sens. Et pour ce qui est du rachis et de l'aorte, c'est aussi dans le même sens. Donc le message, c'est si on peut, médicalement, essayer de mettre les bras au-dessus de la tête en les fixant, on a tous des patients graves qui sont sédatés, pour permettre une meilleure interprétation, et ceci diminue même la dose d'irradiation en millisieverts derrière. Alors comment ça se passe après? Je pense que ça se passe à peu près pareil partout, c'est-à-dire le scanner est en train de se dérouler, nous cliniciens pendant qu'il se déroule, ou le radiologue en temps réel peut vous dire il y a un gros pneumothorax, ça se voit tout de suite, ou alors il y a un gros hémothorax, ou alors il y a une grosse contusion, etc. Derrière, le radiologue aura besoin de pouvoir interpréter, de refaire des constructions. Les constructions 3D, ça peut aider notamment à des diagnostics plus faciles de fractures multiples de côtes, de volets, etc., de fractures du sternum, de traumas sous-capsulaires, puisqu'on a dit tout à l'heure que les traumas sous-capsulaires, l'échographie ne va pas le permettre, donc les traumas sous-capsulaires de rein, etc., et de ce qu'on redoute tous, de lésions de l'isthme aortique. Moi, ce qui me paraît important pour nous, notre rôle dans ce moment-là, c'est que vous ne pouvez pas demander à quelqu'un, même quelqu'un qui a des qualités intrinsèques énormes, d'être performant si vous êtes en train de détourner son attention. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très important, c'est qu'on se retrouve souvent à 10 derrière la console de scanner en train de regarder et de mettre la pression au radiologue pour qu'il nous donne une interprétation des moindres détails de suite. Ce n'est pas possible. Moi, je ne suis pas radiologue et je ne suis pas marié avec une radiologue et j'ai rien. On ne m'a pas payé pour faire un discours pour les radiologues, mais il faut comprendre que ce n'est pas possible qu'ils puissent faire une bonne interprétation si on est tous dessus en train de leur mettre la pression. Et du coup, à ce moment-là, le véritable travail, c'est peut-être d'attendre qu'on leur laisse faire les choses correctement. Alors pour finir, quelques perspectives que j'ai choisies. Le premier, c'est qu'ici, vous avez le protocole qu'on fait à Nîmes de scanner des patients traumatisés graves. On leur fait un corps entier sans injection, un temps artériel au niveau cervical, thoracique, abdomen, veineux au niveau thorax-abdomen, portal au niveau abdomen, et un temps excrétoire selon les lésions qu'on a vues. Évidemment, ça prend du temps, ça prend beaucoup de temps, et nous, on trépigne à côté. Je me demande si l'avenir ne serait pas des protocoles de scanner écourtés pour permettre d'amener au scanner des patients qui sont moins stables que ceux qu'on amène actuellement. Mais par contre, on aura des réponses plus précises, puisqu'on l'a dit, la FAST ne donne notamment pas l'origine du foyer de saignement. Et donc, si on se repose la question de ce type de protocole, on va dire que le sans injection, on va le laisser tomber. Ça va poser surtout un problème pour les pétéchies cérébrales. On rescannera le patient, c'est pas très grave. Le temps artériel, évidemment qu'il faut le garder. C'est une évidence, puisque si le patient est instable, et c'est que la question qu'on pose, c'est ça qu'on va essayer d'aller voir. Et par contre, selon les résultats du temps artériel, adapter le reste, et des fois, ne faire rien d'autre. Et donc, en une hélice, vous avez fait les choses, vous avez injecté avant même de commencer toute imagerie, et c'est quelque chose qui peut aller beaucoup plus vite, et ces protocoles écourtés me paraissent très intéressants. Après, honnêtement, ils sont intéressants si le scanner est près de la salle de déchocage, parce que si vous mettez déjà un quart d'heure, 20 minutes pour aller au scanner, le fait d'attendre d'avoir la suite ne change peut-être pas grand-chose. Une autre perspective qui a été décrite un petit peu dans la littérature, sans qu'il y ait de preuves pour l'instant, mais c'est dans des zones un petit peu riches, on va dire, c'est de carrément mettre le scanner dans la salle de déchocage. Alors là, ici, mettre le scanner et carrément la possibilité de faire la chirurgie, on peut tout faire sur place. Alors, ce qu'ils ont montré, ça paraissait facile, c'est qu'on fait moins de passages de brancard en brancard quand c'est le même brancard qui permet la réanimation et passer dans un scanner. Donc, on va dire que le niveau de preuve, pour l'instant, il n'est pas très élevé. Mais dans le principe, ça peut paraître sexy de dire, pourquoi pas. Après, je ne sais pas si c'est vraiment l'avenir. Par contre, dans les perspectives, il y a une recommandation des derniers guidelines de la SFAR qui, à mon avis, ouvre vraiment une perspective parce que je pense que très peu de gens la font. C'était la réponse à la question « Faut-il réaliser une opacification de l'urtère et de la vessie chez un patient traumatisé pelvien grave ?» Et la réponse de ces recommandations, c'est oui, s'il y a une impossibilité d'uriner, une hématurie, un empattement suspubien ou une plaie pénétrante à regard de la vessie et surtout chez l'homme. Et vous m'accorderez que ça, c'est des situations qui sont quand même
pas si peu fréquentes que ça arrive, et notamment l'hématurie. Et ça, c'est recommandé avec un grade 2+. Donc, ces recommandations nous poussent à faire plus d'urétérographie rétrograde chez nos patients traumatisés et surtout chez les hommes. Et est-ce qu'on en aura un bénéfice? Je pense quand même que vu le niveau de preuve, il faudra l'évaluer. Mais c'est vraiment quelque chose qui est donné pour essayer d'avancer. Alors en conclusion, je vous dirais qu'au déchocage, chez le patient stable, c'est face détendue seul. Et ça, on a des datas et en France, il y a des recours pour ça. Chez le patient instable, on n'a pas pu se détacher de la radio de thorax et de la radio de bassin, sachant qu'on n'est pas sur les mêmes niveaux de preuve, notamment pour la radio de bassin. Que le scanner, je pense que notre travail à nous, c'est d'avoir un patient calme, stabilisé, si possible les bras en l'air, et d'optimiser l'interprétation du radiologue et d'attendre ses résultats. Évidemment, il faut l'impliquer dans la rapidité nécessaire de la décision, mais en le laissant faire son travail. Et puis les perspectives, moi le scanner écourté, c'est une perspective qui me paraît potentiellement intéressante. Et l'urétérographie rétrograde, je pense qu'il faut qu'on y réfléchisse depuis les dernières recommandations de l'ASFAR. Je vous remercie de votre attention.